Bonjour à tous, petite parenthèse, j'ai remodelé la vidéo sur les paramètres S, j'ai coupé les blancs qu'il y avait dans la précédente vidéo et j'ai aussi remis en forme la structure de la vidéo pour que ce soit comme sur les autres. Bon visionnage! Aujourd'hui, j'aimerais revenir assez rapidement sur les matrices S et les paramètres A et B pour que ce soit bien compris. Alors déjà, on parle de paramètres S, donc de matrice S. Alors qu'est-ce que ça veut dire et concrètement, pourquoi on parle de matrice? Alors, bon, je dessine avec ma souris, hein, je vais essayer de faire des choses propres, hein, mais je le fais avec les moyens du bord. Donc déjà, quand on parle d'un élément en électronique, souvent on est sur des quadripoles. Donc un quadripôle, c'est simplement un composant qui a une entrée et une sortie. Donc pourquoi quadri? Une entrée c'est deux fils, hein, une masse c'est un feed, et la sortie c'est la même chose. Donc on appelle ça un quadripôle déjà. Ensuite, en électronique, évidemment, on a un courant qui rentre et une tension à l'entrée. De l'autre côté, on a la même chose, un courant qui rentre et une tension en sortie. Donc maintenant, concrètement, le but c'est d'exprimer ça mathématiquement. Le plus simple, ça va être d'exprimer certains paramètres en fonction du quadripôle et des paramètres d'entrée. Du coup, on va exprimer les paramètres de sortie en fonction des paramètres d'entrée et de comment ce composant agit sur ces paramètres d'entrée. Ok? Donc vous connaissez déjà quelques matrices en électronique. Donc vous connaissez la matrice Z, la matrice Y, donc la matrice admittance. Vous connaissez la matrice ABCD qui permet de chaîner des blocs. Enfin voilà, vous connaissez un certain nombre de matrices qui peuvent être utilisées dans des cas différents. En RF, je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est de se mettre en tête qu'on travaille avec des charges. On est chargé. On réfléchit en puissance et pas en tension ou en courant. Donc, dans ce cadre-là, on va travailler avec un nouveau type de matrice qui sont les matrices S. Donc, dans un circuit en RF, on va le remodéliser rapidement. On va considérer, donc sur une ligne, hein, avec la masse en retour, qu'on va avoir une tension incidente, une tension réfléchie, donc avec l'énergie qui arrive dans l'autre sens, et deux courants. Donc, un courant I incident et un courant I réfléchi. Et ici, on va avoir la tension réfléchie. Évidemment, la tension globale, c'est la tension incidente plus la tension réfléchie, hein, et le courant global, c'est le courant incident moins le courant réfléchi. Donc moins parce que la convention de flèche que j'utilise fait que les deux se soustraient. Pour redéfinir les grandeurs, on a la tension V qui est égale à la tension réfléchie VR plus la tension incidente VI, le courant qui est égal au courant incident moins le courant réfléchi de par la convention que j'ai choisie, et la puissance qui est la tension fois le conjugué du courant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en électronique, U et I sont indissociables. C'est-à-dire que physiquement, le fait d'avoir une tension crée le courant et que le courant va dépendre de la charge, mais que les deux sont intrinsèquement liés. Là, on va utiliser un truc qui n'a pas de... En fait, qui physiquement ne veut rien dire, mais on va considérer... Qu'on va répartir équitablement la puissance dans la tension et dans le courant. Ça n'a pas de sens physique, mais on se permet de faire cette simplification mathématique. U fois I, c'est des watts. Qu'est-ce qui se passe si je fais la racine carrée de ça? Donc si je fais la racine carrée de ça, ça va être la racine carrée de UI. Mais en fait, je pourrais essayer de faire un truc qui a un sens mathématique, même si ça n'a pas de sens physique. On va définir deux nouveaux éléments, petit v et petit i, qu'on va appeler les tensions et les courants réduits, et qui individuellement correspondent à la racine carrée de P. Donc comme je l'ai dit avant, on va bien isoler la racine carrée de la puissance dans chacun des éléments, ce qui fait que si on les multiplie entre eux, on obtient bien une puissance. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est V? Bon, on va faire les deux, hein. Si j'exprime la puissance uniquement en fonction de la tension, je vais avoir P égale U carré, oula, excusez-moi, U carré sur l'impédance de notre circuit global, c'est Z
Z0 ou Zref, on va l'appeler. Donc l'impédance caractéristique. Hop. Donc si je prends la racine carrée de cette grandeur-là, hein, donc c'est ce qu'on a dit, on va prendre la racine carrée, ben, je vais obtenir U sur racine carrée de Zref. Ok, donc là on va considérer que ça c'est le petit u. Donc là, petit u qui est égal à la racine carrée de P, avec juste une expression par rapport à la tension, ça va donner U sur racine carrée de Zref. Et je vais pouvoir faire la même chose avec le courant. Donc P par rapport au courant, c'est Zref, pardon, fois I au carré. Je prends la racine carrée de ça, hein, et je vais obtenir I. Donc, alors excusez-moi, là je le réécris en entier. I c'est égal à la racine carrée de P, exprimée en fonction du courant, et c'est égal à racine carrée de Zref fois I. Donc là, on a exprimé deux fragments de la tension, et quand on les multiplie ensemble, on obtient bien P. Une des racines de la puissance exprimée en fonction du courant, et ici, la deuxième exprimée en fonction de la tension. C'est important, je le répète, ça n'a pas de sens physique. On a simplement pris la tension, on l'a décomposée en deux éléments. Maintenant, si je prends une impédance quelconque là-dedans, donc pas l'impédance caractéristique, mais une impédance quelconque là-dedans, et si j'exprime ensuite le courant et la tension par rapport aux deux nouvelles grandeurs, je vais avoir Grand U qui est égal à petit u fois racine carrée de Zref divisé par petit i divisé par racine carrée de Zref. Et si on simplifie, ça donne petit u divisé par petit i multiplié par Zref. petit u divisé par petit i, donc la tension réduite divisée par le courant réduit, c'est l'équivalent d'une impédance réduite, qui, elle aussi, évidemment, n'a pas de sens physique. Donc on peut l'exprimer autrement et dire que Z, c'est égal à l'impédance réduite multipliée par l'impédance caractéristique. Là, on a redéfini un petit peu on a défini même ce qu'étaient les éléments réduits. Donc les éléments réduits, hein, je vais les entourer là. Donc on a l'impédance réduite qui est égale à la tension réduite divisée par le courant réduit. Et ces deux éléments réduits viennent du fait qu'on a pris la puissance, qu'on a considéré qu'il y avait une partie de la puissance qui était qu'on allait lier à la tension et une autre partie de la puissance qu'on allait lier à un courant. Bon, dans les faits, ça marche pas comme ça en physique. Mais en tout cas, là, ça va beaucoup nous aider, vous allez voir. Voilà, donc là, c'est la première partie qui permet de définir ce que sont les grandeurs petit u et petit i. Donc là, on parle des grandeurs réduites. La tension globale en un point, c'est la tension incidente plus la tension réfléchie, qui est égale à petit u racine carrée de Zref. Et donc petit u, on peut le décomposer avec une partie de la tension incidente et de la tension réfléchie. Donc si j'avais le P total qui est la puissance incidente plus la puissance réfléchie, ben ça en fait ce serait égal à racine carrée de PI. Ok, donc là encore une fois, comme avec les tensions et les courants, on va réduire la puissance en deux parties. Une partie incidente et une partie réfléchie. Et on va en prendre la racine carrée. Et donc là, ça c'est égal à l'indice A. Et donc A en fait c'est une onde réduite incidente. Et donc de la même manière, vous l'avez peut-être compris, ici on va être sur la partie qui va être réfléchie, et donc la partie qui va sortir du quadripôle, et là on va être sur l'onde réfléchie. Et donc ce qu'on peut en déduire, ben, c'est que petit u c'est égal à A plus B. On peut faire la même chose avec les courants. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le courant total, hein, c'est le courant qui rentre moins le courant qui sort. Donc le courant total, on a dit que c'était égal à I racine carrée de Zref. Le courant incident peut être exprimé en fonction de la tension incidente,
Donc on a I incident égale tension incident divisé par l'impédance caractéristique. Évidemment, on va faire la même chose avec le courant réfléchi. Donc je vais avoir VI fois racine carrée de ZRF divisé par ZRF moins V réfléchi racine carrée de ZRF. Bon, je suis désolé, j'écris comme je peux, hein, divisé par ZRF. Là, en fait, ce qu'on retrouve, donc racine carrée de ZRF divisé par ZRF, en fait, ça fait 1 sur racine carrée de ZRF. Donc là, on a A, et là, on a B. Donc concrètement, I égale A moins B. Donc la tension réduite, c'est égal à A plus B, et I, c'est égal à A moins B. Si j'exprime ça différemment, donc là, on a dit, on a U égale A plus B, I égale A moins B, et si je l'écris, hop, si je transforme ça, on va avoir donc U plus I est égal à 2A, et U moins I est égal à 2B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que A est égal à U plus I divisé par 2, et que B est égal à U moins I divisé par 2. Autre résultat intéressant, c'est, je vous rappelle ça c'est le coefficient de réflexion, qui est égal à VR divisé par VI, et ça c'est égal à B sur A. Donc si je résume, la puissance, c'est la tension fois le courant. C'est aussi égal à la tension réduite fois le courant réduit. On peut aussi définir la puissance utile, qui est égale à 1/2 fois la partie réelle de U fois le conjugué du courant. Et c'est égal à 1/2 fois la partie réelle de petit u fois le conjugué de petit i. Et si je reprends en fait, les égalités qu'on a au-dessus, hein, donc U est égal à A plus B et I est égal à A moins B, donc c'est une identité remarquable. Et on va avoir P est égal à, donc quand je dis que c'est une identité remarquable, c'est qu'on a A plus B facteur de A moins B, c'est égal à A carré moins B carré. Donc là, pour rester sur une grandeur réelle, on va prendre leur module, donc leur valeur absolue. Donc A carré moins B carré. Voilà. Donc ça aussi, si vous voulez, vous pouvez le retenir. Alors maintenant, pour une charge adaptée, qu'est-ce qui se passe? Une charge adaptée, on a dit, il n'y a pas d'énergie qui ressort de la charge, en quelque sorte, hein. Donc ça veut dire que B égale 0. Si B égale 0, ici on va retrouver B est égal à 1/2 de A carré. Si maintenant je reprends mon modèle de quadripôle avec mon port 1 en entrée à gauche et mon port 2 à droite, en entrée j'ai bien un courant et une tension, mais j'ai aussi maintenant les ondes incidentes A1 et réfléchies B1. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Alors là on arrive à la fin du cours et vous pourriez vous dire qu'on n'a toujours pas parlé des paramétresses. Eh bien c'est vrai. Ce qu'il faut savoir en physique, c'est que l'important pour une matrice, pour comprendre à quoi elle sert, c'est surtout de savoir quelle grandeur elle manipule. Donc c'est pour ça que j'ai voulu insister sur les paramètres A et B qui sont manipulés justement par ces paramétresses. Le vecteur d'onde sortant du quadripôle, c'est-à-dire les ondes B, B1, B2, suivant le nombre de ports, il va être donné par les ondes qui rentrent dans le quadripôle ou le multipôle, donc les ondes A, A1, A2, autant de ports qu'il y a, et ça va dépendre du coup des paramétresses, c'est-à-dire plus physiquement des caractéristiques radiofréquences
du multipôle. Ensuite, pour déterminer les valeurs des différents paramètres S, on va utiliser les différentes ondes incidentes et réfléchies du quadripôle, donc les ondes A et B. Par exemple, si on veut déterminer le paramètre S1, on va, sur le port entrée, diviser l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente, donc B1 divisé par A1, à condition qu'il n'y ait pas d'autres ondes qui rentrent dans le quadripôle, donc avec A2 égale 0. Donc cette condition, elle peut, dans certains cas, être l'équivalent de dire que derrière ce quadripôle, on a un système qui est adapté, donc avec une impédance caractéristique qui vaut Z0 ou plus simplement une impédance réduite qui vaut 1. Pour conclure, et comme vous avez tenu jusqu'à la fin, je vais vous dire à quoi correspond le S de paramètre S. Il s'agit du mot scattering en anglais ou répartition en français. Donc on appelle ça aussi des matrices de répartition. Elles ont l'avantage d'être utilisées en haute fréquence pour pouvoir chaîner les composants, notamment grâce aux paramètres aux indices A et B. Dans les datasheets constructeurs des composants RF, on retrouve effectivement ces matrices qui permettent à la fois de simuler les composants, notamment pour faire leur adaptation, et qui permettent aussi d'en connaître leurs caractéristiques de base. Par exemple, le S21 pour un amplificateur correspondra à son gain, le S11 d'une antenne donnera son return loss et permettra donc de savoir comment adapter cette antenne. À l'instar de la bague de Smith, on retrouve ces matrices de répartition vraiment abondamment en RF et j'espère que ce cours a permis de démystifier les concepts de base sous-jacents de ces matrices. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.